Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le tout premier numéro Trajectoire, un projet initié par MDP Group, le rendez-vous de tous les jeunes dans le but de les aider à rencontrer de nouveaux métiers, rencontrer et comprendre les métiers, découvrir des parcours et faire des choix éclairés. Aujourd'hui, nous recevons un professionnel du droit qui partagera avec nous son expérience et qui va répondre à toutes nos questions. Je l'appelle affectueusement l'homme au verbe chatoyant. J'ai nommé Monsieur William Nassé. Bonsoir, Monsieur William Nassé. Bonsoir Akili. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Et comme d'ailleurs, déjà, on va commencer tout simplement par cette question. Qui est William Nassé? Et est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots votre parcours académique et professionnel? Merci. Je suis William Nassé, juriste de profession, consultant junior en droit des affaires et fiscalité. Mon parcours académique s'est déroulé à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, de Cocody, où j'ai fait ma licence et où j'ai obtenu également le master en droit public avec la mention très bien à la soutenance. Et j'ai également un master en droit fiscal, en fiscalité des entreprises. Et durant mon parcours académique, j'ai eu l'insigne honneur de représenter la Côte d'Ivoire à des instances, des compétitions internationales en droit, notamment le PICT, qui est une compétition internationale qui s'est déroulée en 2024 en Belgique, où la Côte d'Ivoire a brillamment représenté, l'équipe ivoirienne a brillamment représenté son pays, la Côte d'Ivoire. Et également en 2025, l'année dernière, à la Cour pénale internationale, où j'étais l'un des membres de l'équipe qui a représenté la Côte d'Ivoire au concours de plaidoirie devant la Cour pénale internationale. Donc c'est fort de tout ce parcours-là que je réitère mon plaisir d'être auprès de vous ce soir pour essayer, tant bien que mal, de pouvoir donner des conseils qui pourront orienter nos vaillants bacheliers qui viennent d'achever et de vaincre la bataille du bac. Félicitations encore à eux. Et on espère que tout le long de ce podcast-là, on va ensemble découvrir ce que c'est que le droit et pourquoi nos jeunes frères devront ou devraient embrasser la carrière juridique. Ok, vraiment merci William Nassé. Et félicitations aussi à tous les bacheliers. Vraiment félicitations. Déjà, tu me disais là, en back-office, que tu as eu à côtoyer la vice-présidente de la CPI. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ces choses, de sorte à donner un peu du goût à nos futurs bacheliers, ou du moins à nos bacheliers? Oui, bien sûr. C'était, comme je le disais tantôt, en 2025, à l'occasion du concours international de plaidoirie devant la Cour pénale internationale. C'est un concours qui est organisé chaque année par la Cour pour inciter les étudiants en droit à faire valoir leurs compétences juridiques et pourquoi pas faire naître des vocations, être avocat international ou encore juge à la Cour pénale internationale. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons eu la grâce ou le privilège d'être reçus par la vice-présidente de la Cour pénale internationale, la juge Reine Alapini, qui est une dame vraiment charmante, qui est très bienveillante, qui nous a reçus chez elle et avec qui on a partagé un repas, qui nous a prodigué de très grands et de très bons conseils qui aujourd'hui nous ont aidé à s'insérer dans la vie professionnelle. Ok, c'est vraiment super. Et déjà un coucou au passage à la vice-présidente de la CPI. Voilà. Et je suis curieux en même temps de savoir pourquoi le droit. Parce que qu'est-ce qui a été le fruit de la conviction, le fruit de ce choix? Sur quelle base M. Nassé a choisi de s'investir et de choisir le droit? Eh bien, déjà tout petit, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les juges, les avocats et tous les professionnels du droit qui maîtrisaient leur métier, leur domaine, c'est-à-dire maîtrisaient sur le bout des doigts l'ensemble des règles juridiques et savaient de quoi ils parlaient. Et avec ça, il y a eu également le fait de pouvoir regarder certains films où on voyait des procès se tenir et on voyait la maestria dont faisaient preuve certains professionnels tels que les avocats, les juges, dans leur maniement de la chose juridique. Et pour répondre à cette question, il est également important de définir ce que c'est que le droit. Ok. Parce que le droit également se définit de plusieurs sortes de façons, mais généralement, on définit le droit sous deux aspects. Il y a un aspect objectif et un aspect subjectif. Objectivement,
Le droit, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent la société et dont l'inobservation est sanctionnée par la puissance publique. Et donc, le droit, c'est cet ensemble de principes-là qui organise la vie en société, qui fait qu'il y a de la paix, il y a de la sécurité. Je rappelle qu'avant d'arriver à la société de droit, on était dans plus ou moins l'anarchie, avec ce qu'on a qualifié de contrat rousseauiste, le contrat social, où on est passé d'un stade d'anarchie où c'était la loi du plus fort à un stade où les différents sujets ont décidé de conférer leur pouvoir à une autorité étatique afin de préserver leur sécurité et de privilégier de bons rapports. Et donc, celui qui maîtrise le droit, il a plus ou moins toutes les cartes en main pour réussir dans la société, puisque ce sont les règles juridiques qui régissent l'ensemble de la vie en société. Et donc, pour moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai embrassé la carrière juridique, c'est justement pour maîtriser ces règles-là et pouvoir éclairer les pairs, donc les sujets, les autres personnes, à pouvoir faire valoir leurs droits, mais également savoir pourquoi il est important de poser certains actes et pourquoi il est important également de ne pas poser certains actes. Donc, c'est ce pouvoir-là, c'est ce sentiment de pouvoir maîtriser ces règles-là et de pouvoir conseiller les autres sur la conduite à tenir qui m'a motivé à embrasser la carrière juridique. Ok, ça c'est déjà super. Et à vous entendre, j'ose croire que si c'était à refaire, vous n'allez pas hésiter, n'est-ce pas? Sans hésiter, cher ami. Ok, d'accord. Cela m'emmène à vous poser une seconde question. Parce qu'il y a un constat qui est fait. Moi aussi également, quand j'étais en terminale, j'hésitais et je ne savais pas quelle était la différence entre un juge, un procureur, un magistrat. Voilà. Pour des personnes qui peut-être souhaitent embrasser cette carrière, c'est-à-dire le domaine du droit, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus ou moins de ces différents métiers-là, histoire d'éclairer la lanterne de tout un chacun? Question très intéressante. Comme je disais tantôt, il y a une célèbre maxime latine qui dit ubi societas ibi ius, ce qui signifie en français là où il y a la société, il y a le droit. Ok. C'est-à-dire que partout où il y a une activité humaine, le droit s'imprègne, le droit s'intègre. Et donc, ce qui voudrait également dire que le droit offre un large éventail de professions, parmi lesquelles notamment il y a des professions qui sont plus ou moins qui sont célèbres, telles que vous l'avez cité, la magistrature, l'avocature. Et naturellement, il y a des distinctions à faire. Il y a des distinctions dans la mesure où chacun de ces professionnels du droit-là a des fonctions, des attributs, des privilèges que lui octroie le droit. Donc, les magistrats, eux, leur rôle premier, c'est de rendre la justice au nom de l'État. Mais également, il faut comprendre que dans le corps de la magistrature, il y a plusieurs, on va dire, compartiments. Il y a ceux qu'on qualifie de magistrature assise, qui sont les juges, qui, eux, ont pour première vocation de trancher les litiges. Lorsqu'il y a confrontation, conflit entre, par exemple, deux personnes, le juge, lui, son rôle, c'est de trancher les litiges à l'aune du droit, en écoutant les différentes prétentions des parties en litige. Okay. Donc, il écoute des prétentions lors d'un procès, donc ce qu'on qualifie de contradictoire. Chacun vient évoquer ses raisons et le juge, à la fin, tranche. Il y a également dans la magistrature debout, qui sont ce qu'on appelle le ministère public. Ce sont les procureurs. Les procureurs, eux, ce sont, si on veut, puisqu'on n'est pas avec des professionnels du droit, mais on va essayer d'avoir un langage assez plus ou moins adapté pour que tout le monde puisse comprendre. Les procureurs, eux, ils représentent la société. Donc, ce sont en griffe les avocats de la société qui viennent faire appliquer la règle de droit. Donc, lorsqu'il y a une transgression des règles de l'ordre public, automatiquement, le procureur peut mettre en action, en mouvement, l'action publique dans le but de punir et réprimer l'acte de transgression de la règle de droit. Donc, le procureur, lui, a son rôle de défendre la société. L'avocat, lui, par contre, il n'est pas magistrat. Il fait partie de ce qu'on qualifie de profession libérale du droit. C'est un professionnel également du droit qui, lui, a pour vocation de représenter son client et de le défendre devant les tribunaux. Donc, il a ce mandat-là de pouvoir déjà conseiller son client en tant qu'avocat, parce qu'il a la maîtrise des règles juridiques, mais également, il le représente devant les tribunaux pour faire valoir ses prétentions et naturellement espérer qu'on ne lui applique pas la règle de droit et dire également pourquoi son client ne serait pas coupable des actes qui lui sont reprochés. Et au-delà de tout ça, parlons également de comment accéder à ces différentes professions.
Ces différentes professions sont accessibles ici en Côte d'Ivoire par voie de concours. Donc, pour la magistrature, il y a l'INFEJ, l'Institut national de formation judiciaire, qui organise chaque année un concours pour l'accession à la magistrature. Et les candidats sont amenés à composer et à réussir ce test-là pour intégrer l'école. Et plus tard, en fonction de leurs facultés, de leurs compétences, ils verront s'ils devront être des juges de la magistrature assise, comme je l'ai dit tantôt, ou alors des procureurs. Pour le cas des avocats, cela se passe dans le cas du CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui est également un concours qui a ouvert et qui est organisé par le gouvernement dans le but, le barreau également, dans le but de pouvoir sélectionner les avocats qui auront pour but de défendre les clients devant les tribunaux. Ok. Donc, Monsieur Nassé, tu es juriste. Et tout de suite, la question qui me vient à l'esprit, c'est pour nos jeunes, à quoi ressemble une journée de juriste? C'est-à-dire, comment est-ce que se matérialise ta journée une fois au travail? Qu'est-ce que tu fais? Le juge, déjà, il est un professionnel du droit qui a pour but de pouvoir conseiller. C'est l'entreprise, si c'est un juriste d'entreprise, l'entreprise dans laquelle je trouve, de pouvoir la conseiller, l'orienter, dans le but de pouvoir sécuriser ses différents actes. Donc, une journée typique, pour ma part, notamment en tant que consultant junior en droit des affaires et fiscalité, ce sont des consultations juridiques, c'est-à-dire des clients apportent des préoccupations juridiques à laquelle tu dois apporter des réponses à travers notamment un raisonnement juridique et produire un travail clair, assez potable pour lui, dans le but de pouvoir faire face aux difficultés juridiques qu'il pourrait rencontrer. Tu peux avoir un rôle préventif, c'est-à-dire intervenir en amont, c'est-à-dire le client te consulte avant de poser un acte, ou alors lorsque malencontreusement il a déjà eu à, par mégarde, transgresser la règle de droit, il peut venir également faire recours à son consultant, à son juriste, pour essayer de voir quelle possibilité s'offre à lui pour pouvoir résoudre le problème. Un autre aspect de la journée, il y a également cette particularité des dossiers qui ne se ressemblent pas, notamment en cabinet juridique. Il y a tout type de dossiers qui passent sur la table et c'est ce challenge-là quotidien de pouvoir se transcender, de pouvoir découvrir d'autres sujets. Et cela développe la curiosité de pouvoir toujours apprendre les différents domaines qui font l'objet de nos consultations juridiques. Également, on intervient également dans la sécurisation des contrats, la rédaction des contrats et bien d'autres. Notamment en fiscalité également, il y a des règles fiscales, des obligations fiscales que les entreprises sont amenées à respecter. Donc, c'est toute cette panoplie d'actions-là qui meuble, on va dire, la journée personnelle d'un juriste notamment. Ok, c'est super. Ça laisse voir beaucoup de tâches, beaucoup de travaux que vous faites. Alors, si vous venez de nous prendre en cours, nous sommes à l'émission Trajectoire avec un invité hors pair qui est M. William Nassé, juriste. Et on poursuit. Dites, M. Nassé, supposons qu'un élève, je l'appelle Bamba, vient d'avoir le bac, il souhaite embrasser la carrière de juriste. Qu'est-ce que vous recommandez à ce jeune? Premièrement, de vouloir faire le droit. Donc, je l'ai dit tantôt, chacun de nous nourrit une ambition. Et donc, s'il arrive qu'un étudiant, un nouveau bachelier, nourrit l'ambition de pouvoir embrasser une carrière juridique, il sera d'abord emmené à s'orienter vers une faculté de droit, notamment. Je crois que le gouvernement a mis en place des systèmes d'orientation. Donc, déjà coché dans ces différentes cases, une université, une faculté de droit qu'il veut intégrer. Il y a plusieurs universités en Côte d'Ivoire. En termes d'université publique, il y a l'université d'Abidjan, Cocody, Félix-Houphouët-Boigny. Okay. À Boaké, il y a l'université Alassane Ouattara. Et à Korogo, il y a l'université Gon Coulibaly. Donc, dans toutes ces universités, toutes ces facultés-là, il pourra choisir. Mais également, à côté de cette université publique, il y a des universités privées qui sont également de très bon calibre, lesquelles il pourra choisir. Donc, il sera emmené à faire une licence en droit, 3 années de tronc commun, avec actuellement le système LMD, qui signifie licence, master, doctorat. Il va suivre un parcours de tronc commun de 3 années, à l'issue desquelles il sera emmené à faire un choix de spécialisation pour le master. Donc le master, il y a plusieurs masters, comme je l'ai dit, il y a plusieurs domaines. Tu choisis le domaine qui t'intéresse en fonction de tes aspirations.
Moi, par exemple, j'ai choisi le droit international public. Donc, j'ai fait le droit public, j'ai fait un master en droit public et également un autre master en droit des affaires et fiscalité. Il y a une summa diviso qui est la grande division du droit qu'il faut garder en tête. Une summa diviso. C'est ça, c'est un terme latin qui Ok. veut dire une grande division du droit. Il y a le droit public et le droit privé. Ok. Le droit public, lui, il régit les rapports entre l'État et les particuliers. Entre l'État et les particuliers. Le droit privé, lui, il régit la plupart du temps les rapports entre particuliers, c'est-à-dire les litiges qui peuvent intervenir entre deux particuliers, c'est-à-dire des litiges concernant le foncier, la maison, non, il m'a volé, il m'a estorqué des fonds, etc. Et il y a cette frange du droit-là qui régit ça. Donc, dans le droit privé, par exemple, il y a le droit pénal, qui est le droit que tout le monde connaît. Lorsque tu commets un délit, un crime, tu passes devant les tribunaux. Il y a le droit civil. Le droit civil, si on s'adressait à des étudiants en L1, j'aurais cité l'article 1382, qui est un article assez répandu, qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un mal oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est une règle assez générale qui régit les rapports entre particuliers. Tu m'as fait du tort, tu es obligé de réparer le tort que tu m'as causé. Donc il y a le droit civil, le droit pénal et bien d'autres sections du droit privé qui régit on dira, ce corps de règles. Donc si tu décides d'embrasser une carrière de droit privé, il y a des matières telles que la fiscalité, le droit des affaires qui s'offrent à toi, en fonction bien sûr des aspirations. Je vois. Pour quelqu'un qui veut être avocat, la plupart du temps, un avocat pénaliste sera tenté de s'orienter vers le droit privé, naturellement pour défendre les intérêts des clients et autres. Il peut être également avocat, fiscaliste et dans bien d'autres domaines. Ok. C'est vraiment super ça. C'est vraiment super. Et je veux savoir un truc. Pour éclairer vraiment la lanterne de tout un chacun de nous. Est-ce qu'il y a des qualités? Est-ce qu'il y a des aptitudes? Des habitudes à avoir en vue de... qui vont favoriser notre insertion dans ce domaine-là pour les jeunes gens. C'est-à-dire, je suis un élève de la classe de terminale, je viens d'avoir le bac et je veux opter pour le droit. Est-ce qu'il y a des attitudes que je dois avoir, certaines habitudes qui vont me mettre dans des dispositions pour exceller dans ce domaine-là? Si oui, lesquelles? C'est une très bonne question dans la mesure où là on touche à un point sensible. Ok. L'ensemble des attitudes qui nous permettront d'avoir une carrière juridique réussie. On a tendance à dire que le droit ou les études juridiques sont difficiles. Mais je n'aime pas trop le thème difficile, je préfère le thème exigeant. Donc ces études-là sont exigeantes dans la matière, dans la mesure où les études en droit demandent énormément de concentration. Parce que comme je disais, c'est une science autonome qui a elle seule sa terminologie, son vocabulaire et son raisonnement qui lui est propre. Et des attitudes qui pourront ou qui doivent être parmi les corps des étudiants ou des élèves qui veulent embrasser la carrière juridique, c'est notamment la rigueur. Parce que nous serons menés à manier des règles juridiques. Et il faut pouvoir faire le départ, la distinction entre les différentes règles juridiques qui pourraient naturellement s'appliquer à certaines situations. Il y a également le fait de cette volonté ou cette aptitude de beaucoup lire. Il faut beaucoup lire parce que le droit est une science qui est en perpétuelle évolution. Le droit suit la société. Aujourd'hui, il y a des faits qui n'existaient pas il y a 1960. Aujourd'hui, on parle de IA, on parle d'intelligence artificielle, on parle de cybersécurité. Et donc, le droit s'adapte à toutes ces nouvelles, on dirait, facettes de la société qui naissent. Donc, être rigoureux, aimer beaucoup lire, et comme le dirait l'un de nos professeurs, le droit, on ne finit jamais d'apprendre le droit. Donc, on ne finit jamais d'apprendre le droit. On ne finit jamais d'apprendre le droit. Et donc, il faut beaucoup de persévérance dans ce qu'on fait. Il faut être beaucoup persévérant. Et ce qui nous emmène également à citer la patience. Il faut être beaucoup patient parce que ce sont des tâches qui demandent assez d'efforts. La patience, la persévérance dans ce qu'on fait. Et surtout, toujours garder à l'idée ou à l'esprit de pouvoir atteindre son objectif. Ça, c'est très important. Parce que lorsque surviendront les coups durs, il y a seulement que notre mental qui pourra nous permettre de rester debout. Ou lorsque il arrive
malencontreusement de tomber, il faudrait toujours se relever. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui sont de nature à nous éloigner de ce but. Les réseaux sociaux, euh, qui envoient beaucoup de distractions dans ce but de se concentrer naturellement sur ses études. Et il faut avoir une bonne attitude face à ces réseaux sociaux. Je vois. C'est bien dit. Et par rapport à la lecture, là, alors là, donc les amis, si vous n'aimez pas lire, vous aurez vraiment du pain sur la planche. Donc, est-ce à dire qu'un jeune qui aime vraiment le show, qui aime s'amuser, qui se distrait pratiquement chaque week-end, est-ce qu'un tel jeune qui s'amuse avec pratiquement tout peut s'intégrer dans ce domaine-là? Et aussi, est-ce qu'il y a des contraintes ou je dirais des inconvénients qui seront liés à la personnalité de ce jeune-là? Est-ce qu'il y a des choses qui vont peut-être le disqualifier déjà? Si oui, lesquelles? Alors, on ne dit pas de ne pas s'amuser. Ok. Le droit ne dit pas de ne pas s'amuser, sinon on serait tous des robots. Il faut pouvoir alterner les choses. Alterner dans le sens où chaque chose en son temps. Et lorsqu'on a un objectif en tête, il faut se donner tous les moyens pour atteindre cet objectif. On ne dit pas de ne pas s'amuser, mais il faut garder à l'esprit que le droit est une science jalouse. Le droit est très jaloux. On ne partage pas le droit avec d'autres activités qui seront contraires au droit. Donc, j'implore ou je conseille à toutes les personnes qui ont le bac et qui veulent embrasser la carrière juridique de pouvoir véritablement se concentrer, se consacrer. Se consacrer qui veut dire se mettre à part véritablement pour atteindre un objectif. Lorsqu'on se fixe un objectif, il faut se donner tous les moyens d'y arriver et d'atteindre cet objectif. Il ne faudrait pas se laisser distraire. Donc, on ne dit pas de ne pas s'amuser, mais il faut s'amuser dans la juste proportion. Dans la juste proportion. Dans la juste proportion. Il faut limiter également les sorties, il faut surveiller son entourage, parce qu'en réalité, on est plus ou moins la somme des personnes qu'on côtoie. Et je vous l'ai dit tantôt, le droit est une discipline qui requiert une certaine attitude. Okay. Par exemple, tu veux être diplomate, ou alors tu aspires à être un professeur, un enseignant de droit. Tu dois déjà adopter la posture de cette personne. Dans le parcours, tu te comportes naturellement comme un avocat pour être un avocat. Tu te comportes comme un diplomate pour être un diplomate. Donc, il est très important d'avoir toujours à l'esprit notre objectif et de ne pas le perdre de vue. Ok. À t'entendre, ça donne l'impression que tu ne t'amuses pas. Est-ce qu'il y a des moments où tu joues, tu te... Non, mais il y a toujours des moments, il faut manger, il faut se divertir. C'est très important et c'est essentiel même à la constitution du corps et à l'équilibre mental. Parce que comme on l'a dit, le droit est très exigeant. Donc, il faut avoir aussi un petit temps de distraction, de pouvoir s'évader, de ne plus penser au droit et de tout de suite après revenir. Donc, il faut pouvoir aussi se déconnecter. Tu vois, c'est un agencement de toute une organisation personnelle qui milite en faveur de la réussite en droit. Et bien sûr, dans d'autres domaines qui requièrent le même niveau d'exigence. Donc, il faut être un rat de bibliothèque. C'est-à-dire, il faut beaucoup. Je reviens là-dessus, la lecture. Parce que le droit se trouve dans les livres. Le droit se trouve dans les livres. Et donc, beaucoup lire, développer cette curiosité-là face à la chose juridique te donnera une longueur d'avance. On n'embrasse pas un domaine pour être à la traîne. Tout à fait. On embrasse un domaine pour être le meilleur dans ce qu'on fait. Et pour être le meilleur, il faut s'en joindre certaines disciplines personnelles. En fonction, bien sûr, de l'objectif qu'on s'est fixé. Raison pour laquelle je dis souvent que la personne qui réussit, c'est cette personne-là qui s'assoit, la plupart du temps, réfléchit dans une méthode d'introspection, c'est-à-dire une réflexion sur soi-même, de pouvoir savoir pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je veux être juriste, pourquoi je veux être avocat. Le déclic peut venir dans des situations courantes qu'on vit tous les jours. Peut-être tu as vu une situation d'injustice, tu te dis non, moi quand je grandirai, je serai avocat pour changer ça et pour corriger ces différentes inégalités. Ou alors,
Tu vas à l'école, tu te dis que tu as des compétences de pouvoir expliquer des cours. Tu peux embrasser la carrière d'enseignant, naturellement après le doctorat. Donc, il y a plusieurs attitudes essentielles à avoir lorsque on veut embrasser la carrière juridique et naturellement réussir ses études en droit. Ok, donc je reviens alors. Vous qui n'aimez pas lire, laissez tomber. Laissez tomber parce que j'ai vu de gros bouquins avec le droit pénal et tout. En tout cas, c'est pas une mince affaire. Mais en même temps, c'est une exhortation à la lecture, hein. Si vous voulez vraiment exceller dans tous les domaines, il faut aller chercher des bouquins. Et cela m'amène à la prochaine question, qui est sur les réalités du terrain. Parce qu'il D'accord. faut constater qu'on fait des choses à l'université et qu'on trouve d'autres choses, je dirais, un peu différentes. Voilà. Donc, vis-à-vis du droit, quelle est la réalité du terrain? Dans quelle posture ce jeune homme qui vient de peut-être avoir la licence ou le master, dans quelle posture doit-il se mettre pour pouvoir exceller en entreprise? Parce que une chose est d'être dans le milieu universitaire, une autre chose est d'être dans le milieu professionnel. Donc, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil, je dirais, à nos élèves, à nos jeunes gens qui décideront d'embrasser après ce live la carrière d'un juriste ou de juriste? D'accord. Puisque déjà on s'adresse à des personnes qui viennent d'avoir le bac, je dirais déjà approcher les professionnels du droit. Aller dans des cabinets d'avocats. Aller dans des cabinets juridiques. Aller dans des entreprises pour prendre des informations. Parce que, en plus de la théorie que vous allez acquérir sur les bancs, il y a, comme tu l'as dit, cette réalité factuelle de la vie qui peut être souvent en inadéquation avec tout ce qu'on a appris. Et là, maintenant, ça va demander une certaine capacité d'adaptation à l'étudiant. Donc, le conseil que moi je peux donner à l'aune de, bien sûr, mon expérience, c'est d'aller très tôt au contact des professionnels. Il ne faut pas rester à la maison et regarder seulement la télévision. Il faut aller suivre. La plupart du temps, il y a des procès qui se déroulent dans les tribunaux, notamment au plateau. Il y a des jours d'audience qui sont ouverts au public. Vous partez, vous suivez, vous regardez, vous approchez des gens, vous discutez, vous imprégnez de leur parcours. Et c'est ce caractère empirique de la chose, c'est-à-dire aller au contact de la chose, cette expérience que vous allez tirer de tout ce que vous allez découvrir dans vos petites recherches, dans vos petites enquêtes, qui pourront être un plus à ce que vous allez apprendre en droit. Parce que tu as soulevé un point assez essentiel. Tu peux faire des études de droit, mais te retrouver complètement perdu dans le milieu professionnel. Oui. Parce que le milieu professionnel, c'est un monde à part, un tout autre monde. Il nécessite beaucoup de travail personnel. Parce que là, en plus des règles, maintenant, on va dire que tu as appris à l'école, tu dois maintenant pouvoir transposer ce que tu as appris dans les livres aux situations réelles. Comme je l'ai dit tantôt, le client vient et te présente une situation. À toi maintenant de pouvoir faire appel à toutes tes connaissances que tu as pu acquérir sur les bancs, dans les livres, dans les bouquins, pouvoir appliquer cette situation-là, qualifier d'abord la situation qui t'est soumise par ton client et apporter les différentes solutions juridiques idoines en la matière. Et il faut être précis et concis. La plupart du temps, les clients ou les personnes qui viennent voir des professionnels du droit n'ont pas le temps. Non, ils n'ont pas le temps. Ce sont des businessmen, des hommes d'affaires qui viennent et il faudrait donner des solutions sur mesure. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours, ou il y a souvent parfois, une inadéquation entre ce que tu peux apprendre à l'école et ce que tu vas apprendre sur le terrain. Mais c'est ce qui fait la beauté de la chose. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Ok. Donc, ton conseil, c'est pour celui qui souhaite exceller dans le domaine, d'aller très tôt déjà vers les professionnels. Commencer les stages. Même quand en L1, tu peux faire des stages d'immersion. Okay. Commencer très tôt. Ouais. Très tôt, tu frotter déjà au milieu professionnel. Il ne faudrait pas attendre à arriver au master pour demander maintenant à faire des stages. Non. Une fois que tu as décidé, tu entres en fac, ta première année, à la fin de ta première année, tu peux déjà demander à faire un stage d'immersion. Ne serait-ce qu'aller voir sur le terrain comment ça se passe. Voilà. Ouais. En tout cas, vraiment merci, M. Nassé. Parce que ça, c'est un point qui est vraiment d'actualité. Beaucoup de jeunes ignorent ce fait-là et ne vont pas vers des professionnels. Et une fois, c'était même mon cas.
C'était même mon cas. Une fois en entreprise, on voit qu'ils ont des lacunes, beaucoup de choses qui n'entrent pas en ligne de compte avec ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est vraiment un peu compliqué. Donc, les gars, dès la première année, chercher un stage, approcher des professionnels de ce domaine-là. Voilà, c'est un très gros conseil. Et M. Nassé dit, quels sont peut-être les avantages d'être juriste, les inconvénients et aussi les responsabilités qui pèsent sur vos épaules en tant que juriste? D'accord, on va déjà débuter avec les avantages. Il a dit, le juriste, c'est celui plus ou moins qui détient les clés de la société parce qu'il a avec lui les règles qui régissent la vie en société. Donc, tous les compartiments de la vie, là où il y a la vie humaine, il y a le droit. Donc, il pourra être en mesure de pouvoir surplomber et se hisser au-delà de la mêlée parce qu'il connaît naturellement les règles qui régissent la vie en société. Et donc, il y a ce privilège-là, il y a ce malin plaisir de pouvoir toujours faire face aux difficultés et pouvoir les transcender par son raisonnement, par son intellect. Mais également, la science juridique apporte également une manière de raisonner qui est particulière. Un juriste, par sa manière de développer des sujets, par sa manière de s'exprimer, déjà donne envie, la plupart du temps, en fonction de ce qu'il dit, à l'auditoire de pouvoir embrasser la carrière juridique. Parce que, imagine, tu es diplomate, tu es avocat, tu as avec toi tout le privilège de pouvoir connaître toutes ces règles-là. Naturellement, tu vas donner envie. Tu seras adoubé par la plupart du temps l'opinion publique et toutes les personnes qui sont étrangères au droit. Comme avantage également, il y a, en plus de la maîtrise du droit, il y a, comment dire, ce privilège également de pouvoir atteindre des sphères de compétences assez élevées. Je lui ai dit tantôt, tout à l'heure, on parlait de la Cour pénale internationale. Je ne dis pas que naturellement d'autres filières n'y arrivent pas, mais en tout cas, le droit, avec le droit, tu peux atteindre des hauts sommets, tu peux travailler dans les organisations internationales, tu peux côtoyer l'élite même du monde. Parce qu'en réalité, qui conseille les présidents à ton avis? Qui conseille les chefs d'entreprise? Toute personne qui veut exceller dans la vie a besoin d'un juriste auprès de lui. Tout à fait. Donc, lorsque tu vas maîtriser ton travail, tu vas maîtriser les règles de droit, tu seras naturellement comme un aimant. Tu vas attirer, tu attires toutes les personnes autour de lui parce que tu vas donner des solutions pratiques aux personnes. Enfin. Tout le temps, chaque jour, il y a des problèmes juridiques qui naissent. Aller acheter du pain. Il y a des règles qui régissent ça. Tout à fait. Prendre le transport le matin, c'est un contrat. Mais quelle est l'obligation du conducteur? Quelle est moi mon obligation en tant que client? On parle de la circulation, il y a le code de conduite. Comment je dois conduire? Tout ça, ce sont des règles qui sont édictées par des juristes. Même la nature est régie par le droit. Les oiseaux, l'environnement, tout ce que tu peux voir ou concevoir sur cette terre est régi par le droit. Donc, il y a, comme je l'ai dit, ce privilège-là de pouvoir être adoubé, de pouvoir être admiré la plupart du temps par des personnes lorsque tu maîtrises ton travail, surtout le droit. Et ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre des portes, ça te permet d'accéder à plusieurs fonctions, de hautes fonctions. Parce qu'on a toujours besoin d'un juriste, partout, dans tous les secteurs, comme je le disais tantôt, partout. Donc, en tant que juriste, tu deviens comme un tournevis, tu vois, qui peut naturellement décanter certaines situations. Voilà. Ok. C'est-à-dire que vous pouvez vous hisser partout. Partout. Vous êtes comme de l'eau. Vous êtes filtré partout. Ok. Si on devait dire, parce que c'est bien beau, les avantages, si je devais citer les inconvénients. Est-ce qu'il y a vraiment des inconvénients en tant attendez, que juriste? Il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Je ne dirais pas qu'il y a des inconvénients d'être juriste. Notamment, si tu as raté ta vocation, peut-être. Parce que tu peux être juriste sans vraiment avoir ce fil conducteur-là pour être juriste. Ah bon? Bien sûr, tu peux, si notamment tu n'as pas toutes les aptitudes à être juriste et que naturellement tu as suivi des personnes dans le droit, tu peux te retrouver malheureux. Parce que le droit est très exigeant, comme je l'ai dit. Et il faut être passionné du droit pour pouvoir vaincre tous ces obstacles quotidiens. Se réveiller le matin, lire, faire plus d'heures, bosser plus d'heures que les autres, parce que tu as plus de règles à connaître. Wow. Si tu n'es pas passionné par la chose, ça sera très compliqué. Okay. Donc, en termes d'inconvénients, naturellement, il y a la lourdeur de la matière, de la discipline, qui demande assez de rigueur. Donc, naturellement, si tu n'as pas ce fil conducteur en toi pour être juriste, tu n'as pas l'amour de la chose, ça sera très compliqué.
Ça sera très compliqué. Tu te retrouveras pratiquement dans un cauchemar. Parce que de tout part, tu seras acculé. Tu finiras pas de bosser une telle matière que ça aura changé le lendemain. Dans le droit fiscal, par exemple, il y a ce qu'on appelle les annexes fiscales. Chaque année, le gouvernement vote le budget de l'État. L'impôt. L'impôt, c'est la première source de financement des caisses publiques. C'est ce qu'on prend pour construire les ponts, tout ce que vous savez. Dans ce domaine-là, le droit fiscal est en perpétuelle évolution parce que chaque année, comme je l'ai dit, il y a des règles qui changent. Il y a des domaines qui naissent et chaque domaine qui naît et qui génère des fonds, l'État est emmené à taxer ce domaine-là pour pouvoir récupérer une part qui pourra lui servir naturellement à administrer la société, à régir la vie. Donc, la question, par exemple, du e-commerce n'était pas encadrée par le droit naguère il y a quelques temps en arrière. Mais quand c'est né, on a tout de suite codifié des règles pour pouvoir prendre en compte, encadrer ou régir le domaine du e-commerce. Je vois. Tu vois, donc il y a plusieurs domaines comme ça qui naissent chaque jour et qui demandent aux juristes de pouvoir déployer des capacités d'adaptation. Ok. Ce qu'on appelle dans le jargon juridique la veille juridique. La veille juridique. C'est ça. Donc si tu n'as pas ton code civil, tout comme ta Bible auprès de toi, et que tu ne médites pas chaque jour les règles juridiques, ça sera vraiment compliqué, tu vivras un cauchemar. Ça, c'est clair. Donc en termes d'inconvénients, autant le dire, si tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice-là, vaut mieux ne pas t'engager dans le droit. Parce que de la même manière que tu pourras en tirer de nombreux profits, c'est de cette même manière, si tu n'as pas respecté toutes ces règles-là, tu pourras vivre un cauchemar. Parce que tu ne seras pas prêt. Wow. Donc les gars, une fois de plus, si vous n'êtes pas des bosseurs, ou si vous ne voulez pas devenir des bosseurs, n'allez pas là-bas, tout simplement. Mais après, c'est un domaine qui est assez passionnant. À voir comme on peut se ici au sommet, dans les auteurs, ça donne envie. Ça donne envie. Mais est-ce que l'envie seule suffit? Pof. Bon, tout à l'heure, il y a une question qui m'est montée à l'esprit. Est-ce que l'émotion va avec le droit? Disons, par exemple, qu'une jeune dame souhaite devenir avocate et se trouve en train de défendre, par exemple, un parent, ou du moins en train de défendre quelqu'un qui a fait un crime à un parent. Est-ce que les émotions ne sont pas des facteurs qui peuvent influer la décision du juge? Oui. Naturellement, oui. Naturellement, oui. Pour revenir à la question de l'avocat, l'avocat a pour vocation de défendre son client. Et ça pose la question de savoir est-ce qu'on peut défendre l'indéfendable? Parce qu'une personne a peut-être commis un crime, tout à fait, un meurtrier. Naturellement, récemment, ce qui fait l'actualité, il y a des personnes qui ont agressé un livreur Yango, je crois. Et toute la clameur publique réclame qu'il subisse la peine de mort et autres. Et dans ce cas de figure, cet avocat-là qui va aller défendre, il sera naturellement associé à ces personnes-là. Mais il convient de rappeler une chose qui est très importante, c'est que l'avocat ne défend pas, on va dire, n'adoube pas le crime. Parce que tout être, de même manière qu'il peut être capable de bonnes choses, il peut avoir un déclic également, où il peut basculer dans une version sombre de lui-même. Et donc l'avocat ici, quand il vient défendre son client, il ne vient pas défendre le crime, il ne vient pas exalter le crime. Il vient rappeler au juge et à toute la société que le client là, il y a une spécificité. Au-delà de l'aspect objectif, c'est-à-dire il a commis, il a tué, il y a l'aspect subjectif qui régit chaque personne. Il y a une spécificité. Peut-être celui-ci a vécu des traumatismes étant jeune. Peut-être qu'il n'a pas vécu la même enfance que tout le monde. Peut-être qu'il subit ou il est en proie à une démence, à des troubles psychologiques. Et donc, tu vois où j'en viens avec l'émotion. Montrer également que l'être humain n'est pas réductible à son seul crime qu'il a fait. Mais également, il y a cette part de subjectivité en tout homme, en tout être, qui peut l'emmener en un point ou à un moment donné de pouvoir basculer. Donc l'avocat ici vient pour défendre non pas le crime, pour dire que le crime c'est bien, non, mais il vient de rappeler que l'homme ne doit pas être réductible à son seul crime, mais également il peut avoir d'autres facteurs. Je prends l'exemple par exemple de celui qu'on surnomme effectivement la Quitador, Dupond-Moretti, qui est actuellement, je crois, le garde des Sceaux en France.
qui est un avocat hors pair, Hors pair. un pénaliste hors pair. Il vient, il va te raconter l'histoire de l'accusé, te dire que cette personne que vous voyez assise sur cette table-là, sur cette chaise-là, pardon, n'a pas vécu la même enfance que nous. Peu importe son crime. Hein. Peu importe le crime, mais il faut rappeler qu'il y a toujours des causes qui ont mené une personne à causer un crime. Ok. Ça peut être la faim, ça peut être le désespoir, ça Ouais. peut être beaucoup d'autres choses. Mais le droit également n'est pas une machine qui est insensible à l'émotion humaine. Donc, faire jouer les émotions également peut faire pencher le droit, faire plus ou moins faire comprendre au juge que la personne qui est là, bien vrai qu'elle a commis le crime, a également une part d'humanité en elle. Ok. Et qu'il ne faudrait pas la réduire uniquement à son crime. Donc, l'avocat ici est dans son rôle de jouer avec les émotions, de pouvoir faire jouer ce pathos, ce côté sentimental de la règle de droit. Parce que ce ne sont pas des robots qui rendent justice, ce sont des hommes. Voilà. Dans la situation d'une femme peut-être qui est veuve, qui élève seule son enfant et qui, en manque de pitance, va peut-être voler un pain de 50 francs à la boutique ou à la boulangerie. Il y a un cas comme ça en droit. À ton avis, est-ce que c'est vrai, elle a volé un pain de 50 francs, elle peut être poursuivie pour vol, soustraction, fraude de l'achat d'autrui. Mais est-ce qu'au-delà de ce acte-là, il n'y a pas d'autres considérations à prendre en compte? Une femme, elle est veuve, elle élève seule son enfant. Donc, naturellement, tu vois que dans la décision du juge, vont peser d'autres facteurs Ouais, au-delà de tout la à fait. transgression simple du droit. Il y a également le pathos et autres. Donc, pour répondre à ta question, naturellement, l'émotion peut jouer en tant que juriste. Naturellement, c'est une arme du juriste. Lorsqu'il sait manier l'arme de faire intervenir l'émotion des gens, persuader des personnes d'une autre facette de ce qu'ils ne savent pas d'une situation, ça peut influer les décisions en effet. Ok. D'accord. Donc, pour un jeune qui s'introduit dans le droit, quels sont les débouchés, les opportunités en Côte d'Ivoire ici et aussi à l'international qu'il peut avoir, histoire de donner de l'amour, du désir d'intégrer un peu ce domaine. D'accord. Donc, comme je le disais, il y a une kyrielle d'opportunités, de professions qui s'offrent à une personne qui embrasse le droit, qui fait du droit, en fonction bien sûr de la spécialité qu'il aura choisie. Ok. Il y a bon nombre de spécialités des droits de l'homme, les affaires de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ça qui est également qui est un concours de l'INFEJ, en plus de la magistrature. Il y a le métier de greffier, qui lui est un auxiliaire de justice qui aide à l'administration de la justice. Il est tout comme on va dire, celui qui facilite la vie dans les tribunaux, le greffier, une sorte de secrétaire, pour ne pas, pour faire plus simple, hein, pour ne pas rentrer dans des considérations assez techniques. Il y a l'avocat qu'on a déjà cité, il y a le consultant juridique, il y a être enseignant-chercheur, qui est naturellement aujourd'hui un peu occulté, parce qu'aujourd'hui, les écoles doctorales en Côte d'Ivoire éprouvent quelques difficultés à recruter. Sinon, il y a également ce métier-là qui est noble, être enseignant, chercheur, professeur en droit, agrégé, professeur titulaire. C'est un métier également très noble, parce que tu seras mené à transmettre ton savoir, ce que tu as pu apprendre, bien sûr après le doctorat dont on ne parle plus trop également, mais après le master, il y a également le doctorat. Donc, tu peux être professeur de droit. Au plan international, il y a la diplomatie. Même si aujourd'hui, la diplomatie, la plupart du temps, il y a des diplomates de carrière et des diplomates qui sont plus ou moins nommés. Mais le droit également participe à cette fonction régalienne de l'État là, qui est la diplomatie. Donc un diplomate qui va suivre des cours, bien sûr en passant par l'École nationale d'administration, l'ENA, qui va intégrer l'ENA et puis sortir diplomate, secrétaire au ministère des Affaires étrangères notamment. Il y a le métier de notaire en droit privé. Les notaires qui ont pour vocation d'authentifier, ce sont des officiers publics qui ont pour vocation d'authentifier les actes, c'est-à-dire attester de la véracité, de l'authenticité des actes juridiques qui sont passés. Donc en termes de vente, en termes de transmission, en termes de legs, de testament, en termes de vente de biens immobiliers. C'est vers eux qu'on se tourne.
Ouais, le notaire intervient beaucoup, même si c'est une profession assez occultée, assez cachée, puisque aujourd'hui le circuit pour être notaire est plus ou moins peu répandu. Voilà, il y a beaucoup de critiques là-dessus, mais bon, on espère que cela rentrera dans l'ordre. Il y a le commissaire de justice, qui était anciennement celui qu'on qualifiait d'huissier. Le commissaire de justice qui est lui chargé notamment de faire exécuter les règles ou les décisions de justice. Voilà. Euh, je me rappelle quand on était enfant, la première fois que j'ai entendu huissier, c'était pour venir chasser une personne de sa maison parce qu'elle n'avait pas Oui, rempli ses obligations en termes de loyer. Donc il y a l'huissier, tu peux être, en termes de droit public, tu peux travailler à la mairie, dans les différentes représentations de l'État au plan interne. je vois. Voilà. Je vois. Donc comme je l'ai dit, tu peux être juriste d'entreprise. Il y a dans le droit bancaire, il y a le droit des assurances, Donc, une panoplie. une panoplie de domaines que tu pourras embrasser. Ok. Et on parlait tout à l'heure des personnes qui ont fait les séries scientifiques. J'en venais. Voilà, les séries scientifiques. Donc, les gars, là, c'est la question. Est-ce qu'un élève Mhm. qui a embrassé la série scientifique Il y a peut faire le droit? qui a eu le Ou est-ce bac que D, c'est bac C. réservé uniquement aux gens de la série littéraire? Non, non, le droit est une filière ouverte. Ok. Voilà. Il y a des domaines du droit qui nécessitent des calculs, où les calculs sont utiles. Ah bon? Tout à l'heure, je parlais de la fiscalité. On se remet à calculer les obligations, combien d'impôts tu dois payer, combien tu dois, il y a des redressements. Donc, il y a ce volet calcul également. Ok. Il y a le droit bancaire, on calcule également. Il y a l'assurance, où il y a le droit également qui intervient là-bas. Donc, pas seulement les Le élèves. marché financier, partout. Partout, il y a des chiffres, le droit intervient. Donc, même dans le droit des affaires, il y a beaucoup de chiffres également, dans les fusions-acquisitions, l'augmentation des capitaux. Il y a beaucoup comme ça de domaines où, naturellement, les personnes qui ont fait des séries scientifiques, notamment les bacheliers du bac D, bac C, peuvent venir. Maintenant, un autre aspect, c'est le français. Le droit également, c'est du français, ce sont des règles. Donc, il faut un minimum d'amour pour le français. Voilà. La culture générale également. Donc, pour dire que même quelqu'un même qui fait de l'histoire actuellement peut toujours se reconvertir en juriste. Voilà. Ok. D'accord, c'est super. Et selon vous, quelles sont les erreurs les plus fréquentes des étudiants en droit, en faculté de droit, qui les empêchent d'achever la course? Parce que on a vu des personnes commencer et après ils sont allés présenter le concours de l'INJS, ils sont allés faire autre chose. C'est un phénomène assez récurrent de nos jours, voir des étudiants, des élèves s'engager pour un domaine particulier et à la fin, je vais utiliser ce terme-là, débrancher, tout simplement. Donc, laisser tomber le premier amour. Selon vous, quelles sont les erreurs, quelles sont les actions qui peuvent emmener un étudiant à laisser tomber ou du moins qui vont jouer contre lui? On pourrait énumérer bon nombre d'erreurs que tout le monde fait. Mais la plupart du temps, je le dis, c'est la planification. La planification de ce qu'on fait. Mais au-delà de tout ça, il y a l'aspect environnement qui est là également. On peut décider de vouloir faire une chose, mais il peut y avoir des coups durs qui vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais la plupart du temps, il ne faut pas empêcher également des personnes de se reconvertir. Je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque tu te rends compte que le droit, qu'on t'avait vendu dans les podcasts, dans les affiches et autres, en réalité, ça avait plus ou moins amer. Rien ne t'empêche de pouvoir faire demi-tour. On va le dire, enlève ton pied là-bas. Enlève ton pied dedans. Donc, on ne peut pas toujours condamner ces personnes-là qui se réorientent. C'est leur droit. Ok, oui, Voilà, tout à fait. c'est leur droit. C'est comme on nous disait en licence dans le tronc commun, c'est le système de l'entonnoir en droit. Tu vois, vous êtes nombreux en L1, mais plus vous montez, Vous diminuez. voilà, le truc se rétrécit comme ça, et à la fin, il ne reste qu'une poignée. Donc, tu peut-être 1000 étudiants qui sont arrivés en L1, tu verras que dans les classes de master, master 2, sont peut-être 100, 200, peut-être même pas la centaine. C'est parce qu'il y a un filtre également qui est fait. Il y a une sélection naturelle. On se dit, ou on peut se penser prêt à naturellement embrasser ou à faire du droit, mais il y a ce volet compétence même intrinsèque où il y a ce fait de ne plus peut-être sentir la chose, se dire qu'on s'est trompé. Raison pour laquelle il est important, et justement à juste titre, vous avez
eu un beau réflexe en débutant ce trajectoire, naturellement, pour pouvoir orienter, pour pouvoir dire dans chaque domaine quelles erreurs il ne faut pas reproduire et quelle attitude il faut avoir pour pouvoir exceller dans ce domaine. Donc, il y a une part de réflexion personnelle, il y a aussi le rôle des parents. Ouais, tout à fait. Le rôle des parents à la maison qui ont également cette obligation de pouvoir donner des conseils à leurs enfants par rapport à leur choix de vie et de le suivre. Naturellement, il y a des parents qui sont de nature, qui ont tendance à imposer leur choix personnel aux enfants. Et c'est l'une des causes, naturellement, d'abandon. Tout à fait. Lorsque tu es plus ou moins, tu viens d'avoir le bac, tu as 18 ans, tu n'as pas encore cette maturité, cette sagesse-là pour pouvoir faire des choix propres. C'est-à-dire suivre ce que tu veux faire véritablement et que tu suis les choix des parents ou des personnes qui ne sont pas en toi, qui ne sont pas toi, qui t'enjoignent de suivre certains chemins. Naturellement, au cours de chemin, ne sont pas eux qui vont vivre ces différentes épreuves. Ça, c'est vrai. Donc, une fois seul, tu peux te retrouver seul, tu regardes derrière, il n'y a personne. Bah, tu vas naturellement aller vers le choix que tu aurais dû faire depuis. Tout à fait. Raison pour laquelle on voit des personnes qui, 5 ans après, peuvent se retrouver dans un vide, ils sont vides. Le matin, ils vont au travail, mais ils n'ont plus ce feu intérieur-là qui les motive et ils deviennent tristes. En fait, ça, et des personnes qui vont faire des carrières extraordinaires et à la fin, il peut faire une brillante carrière et à la fin, il devient cuisinier. Et ensuite, pourquoi ce revirement? Il dit non, mais depuis, j'ai toujours voulu être cuisinier, j'étais juriste, mais j'ai fait ce métier par rapport à l'ambition de mes parents. Donc, une fois que j'ai satisfait leur ambition à eux, moi, je reviens maintenant à ce qui me plaît. Donc, premièrement, ce que les parents devraient faire et ce que chaque nouveau bachelier devrait faire, c'est genre avoir cette discussion-là avec ses parents. Pouvoir dire clairement ce que je veux. Parce qu'en réalité, le droit, on va dire, c'est la vie. Tu décides de là où tu veux aller. Tu es le chef de ta vie. Tu es le pilote de ton avion. Tu es le capitaine de ton bateau. Et la plupart du temps, les mauvais conseils des personnes ou les personnes qui sont de nature à nous conseiller de façon plus ou moins mauvaise sont les personnes qui nous aiment. Ouais. Parce qu'ils seront toujours amenés à appuyer sur la pédale de frein. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on se perde et autres. Donc, naturellement, il faut un peu de force ou un peu de force de caractère pour pouvoir s'affranchir de cette peur révérentielle-là. Mais bon, voilà, toute situation a une solution. Voilà, donc, il convient ou il revient à chaque bachelier de faire ce travail-là avant naturellement de pouvoir embrasser une carrière, qu'elle soit juridique, médecine ou bien d'autres. Ok, donc en même temps, ça c'est un message aussi pour tous les parents. Prenez la peine de discuter avec vos enfants, histoire de voir ce qu'ils aiment, leurs aspirations et tout, afin de pouvoir bien les orienter. Il ne faudrait pas qu'ils fassent des choses qu'ils regretteront après. Voilà, parce que c'est pas tellement beau, c'est des années gâchées, c'est des peines perdues. Et disons, ça a été moi aussi mon cas. Je me suis rendu compte à un moment que je n'aimais pas tellement ce que je faisais. J'ai aussi voulu quitter la branche dans laquelle j'étais pour aller vers un autre domaine. Et je vois que l'autre domaine, il me réussit encore un peu plus. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Si au préalable, chacun avait pris la peine de réfléchir. Regarde, on a rencontré lors des résultats de l'examen du bac, certains élèves qui nous ont dit que je lui ai posé la question de savoir est-ce que vous savez ce que vous allez faire après le bac? Figure-toi qu'elle m'a sorti un truc du genre non, mes parents vont décider. Donc, c'est pour rejoindre un peu la maturité dont tu as évoqué. C'est vraiment quelque chose qui est triste. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas, parce que très souvent, ce qui fait qu'on accepte ce que nos parents nous disent, c'est parce que nous-mêmes, personnellement, on n'est pas informé, on ne connaît pas, et on est livré à leur dit. Donc, quel conseil tu peux donner à un jeune qui hésite, par exemple, entre le droit, entre le génie civil, entre le marketing digital, etc. Quel est le conseil que tu peux donner à un jeune qui est dans l'hésitation? Parce que là, maintenant, on est dans la période des orientations où ils vont devoir faire l'inscription en ligne, tout ça. Il ne faudrait pas que nos jeunes gens s'embarquent dans des choses et puis après, bon. Donc, c'est un peu plus dans cette optique que Trajectoire est née. Donc, quel est le conseil que tu peux donner? Après cela, on va voir s'il y a des questions
pour le public, si vous avez des questions, commencez à les laisser sur nos différents réseaux. On va les prendre de façon progressive et Maître Nassé aura le soin de vous répondre. Il y a cette technique-là qui essaie de pouvoir énumérer ses compétences ou attitudes. Donc, je conseille à chacun de pouvoir prendre une feuille blanche sur laquelle il va énumérer toutes ses compétences, ses qualités et ses défauts également. Et pouvoir confronter cette liste-là à toutes les exigences que requiert la science juridique. Tout à l'heure, on a cité rigueur, amour de la lecture, passion, curiosité, patience, persévérance. Et pouvoir faire une sorte de comparaison entre ce qu'on ressent clairement et ce que la chose qu'on veut embrasser, ou pardon, le domaine qu'on veut embrasser requiert. Je le disais tantôt, c'est comme, on va voir le droit comme une personne. Tu viens voir le droit, et le droit te pose la question, en quoi peux-tu m'aider? En quoi peux-tu m'aider? Il faudrait que chacun se dise que tu as le droit qui pose la question à ce nouveau bachelier, en quoi, toi, Kelly, tu peux m'aider? Ok. Toi, tu peux dire par exemple que non, j'ai vu la dernière fois une injustice se dérouler sous mes yeux. Donc, je veux aujourd'hui que dans la société, il n'y ait plus aucune injustice qui soit faite peut-être aux femmes, aux enfants démunis, aux enfants de la rue. Donc, c'est mon feu intérieur qui est là. Raison pour laquelle je viens te voir pour t'aider, toi. Toi, le droit à mieux encadrer ces personnes-là. Là, tu sens un truc qui m'intéresse particulièrement. C'est comme s'il ne faudrait pas se jeter dans un domaine parce qu'on l'a vu, mais plus ou moins parce qu'on a un feu. Justement. On a une motivation, on a un fait qu'on a constaté et qu'on veut résoudre. C'est ça. Okay. Il faut avoir toujours en tête cette quête de résolution de problèmes. Pourquoi je veux faire le droit? Parce que j'ai vécu ça, j'ai vu ça. Raison pour laquelle, quand tu vas faire ta liste, tu vas voir que peut-être que si tu as plus enclin à t'occuper des enfants, à pouvoir prendre soin des enfants, tu vas peut-être t'orienter vers des métiers tels que, si c'est une jeune fille, peut-être la maternité ou peut-être être sage-femme. Mais là, ça sera en adéquation avec ce que tu auras écrit, à ce qui est toi véritablement. Tout à fait. En fonction de cette introspection que tu auras faite. Donc, tu listes toutes ces qualités et défauts. Tu suis beaucoup de conférences, beaucoup de formations, comme je l'ai dit, tu approches des professionnels pour t'enquérir de leur expérience. Et puis, tu pries beaucoup également. Ok, donc les gars, regardez, voici ce que M. Nassé nous a sorti. Donc, asseyez-vous déjà avec les feuilles blanches, commencez à faire un récap de vos qualités, des choses à mettre et réfléchissez. Réfléchissez sur le problème que vous pouvez résoudre en venant dans ce domaine. Ne vous jetez pas juste parce que vous avez vu des choses, des trucs. On vous a fait miroiter certaines choses à la télé, un peu partout, mais il faudrait suivre ce feu intérieur. Là. Je vois. Alors, s'il y a des questions, on va les prendre de façon progressive. Je crois 2, 3, 4 questions. Et M. Nassé va nous donner le plaisir de répondre à ces questions-là. Et ensuite, on va trancher. Donc là, maintenant, on part pour la première question que j'ai ici. Est-ce qu'il y a JD5 qui dit, est-ce qu'après les études en droit, ici en CIV, on peut aller poursuivre en Europe? M. Nassé. Oui, bien sûr. Cette opportunité-là est offerte à toute personne qui va aller en Europe, notamment pour poursuivre ses études supérieures, telles que le doctorat. Voilà, ce n'est pas exclu. Voilà, ce n'est pas exclu naturellement, c'est encourager à aller découvrir d'autres systèmes juridiques. Ça va enrichir ton expérience et naturellement, si tu veux, au retour, tu pourras servir ton pays. Mais naturellement, il ne faudrait pas se mettre dans la philosophie de la fuite des cerveaux. La Côte d'Ivoire a besoin de ses cerveaux. Tout à fait. Donc, il ne faudrait pas également encourager tout de suite la fuite et la fuite permanente sans retour. Il y a un projet de loi qui a été notamment vraiment discuté, notamment, je crois, c'était le ministre qui avait évoqué le fait de pouvoir priver ces étudiants qui bénéficient d'une bourse de la part de l'État ivoirien qui ne veut plus revenir au pays. Donc, on va les suspendre cette bourse. Ou alors, c'est un contrat que tu vas passer. Si on te donne la bourse, tu dis que moi, je m'engage à revenir après ma formation. Ok. Donc, naturellement, c'est toujours bon. C'est toujours bon d'aller poursuivre ses études à l'extérieur. Il y a le coin de la gourmandise qui dit ici, comment trouver des stages d'immersion?
Parce que c'est bien beau de le dire. Moi, par exemple, dans tout mon parcours, j'ai pas eu à faire de stage d'immersion. J'aurais voulu le faire aussi, mais peut-être l'information ne m'était pas donnée. Donc, pour un élève qui vient ou du moins un étudiant qui a fini la L1, comment faire, comment doit-il s'y prendre pour avoir ce stage d'immersion? Ah, c'est une belle question. C'est une belle question. Comme on l'a dit, c'est bien beau de dire d'aller faire des stages, mais encore faut-il trouver les opportunités. Euh, Déjà, comme je l'ai dit, participer à déjà des événements juridiques, des conférences et autres, te permettra de rencontrer des personnes. Et ça participera au développement de ton réseau. Ça, c'est un aspect également du milieu professionnel qui est souvent négligé. Avoir un bon carnet d'adresses. Donc, le fait seulement d'aller saluer, d'aller côtoyer, d'aller au contact des professionnels, ça pourrait t'ouvrir des portes. Naturellement, les personnes ne le font pas. On reste toujours à la maison en espérant que l'opportunité tombe du ciel. Non. C'est vrai, on peut prier et l'opportunité viendra, mais il faut souvent aller se lever, prier, se lever et puis aller dans les entreprises, au plateau, un peu partout pour déposer des CV également. Les stages d'immersion, la plupart ne sont pas rémunérés. Donc tu vas, ne serait-ce que faire des photocopies et puis revenir. Ok. Voilà, donc Super. en termes Et là, de... C'est ça. j'ai une question aussi. Mhm, En matière de droit qui concerne les élèves qui ont fait la série scientifique, mhm. donnez-nous 3 éléments ou bien 3 lignes directrices ou directives qu'ils pourront suivre. Où est-ce qu'ils pourront peut-être s'orienter si cela devrait sortir de votre bouche pour des gens qui ont fait la série scientifique. À défaut de faire peut-être le génie civil, l'informatique, quelqu'un qui est passionné, qui peut-être aime le droit, aime la justice, tout ça. Où est-ce qu'il peut s'orienter? Mais en plus en relation, en rapport avec la science. Avec les mathématiques, Voilà. je l'ai dit, il y a tous les domaines. Tous les domaines sont régis par le droit. Ok. Et tous les domaines également où on fait appel à des compétences où les calculs sont utiles, donc les mathématiques et autres, existent. Existent. Il y a la régulation des marchés financiers. Les marchés financiers, il y a beaucoup de calculs. L'entrée en bourse des entreprises. Il y a plein de domaines. Il faut juste se renseigner et être un peu curieux, avoir le nez creux et aller au contact des informations. Ok, donc ayez le nez creux. Donc, il y a Pamela, c'est nous ici. On va prendre les 2 dernières questions qui Ok. dit être juriste nous permet-il d'embrasser le domaine d'écrivain pour un passionné? Oui, beaucoup, beaucoup, puisque ça participe à la lecture. N'est pas juriste quelqu'un de façon exclusive, on va dire. Tu peux être juriste et à côté développer d'autres talents tels que le talent d'écrivain, de pouvoir avoir la passion de pouvoir écrire. Donc ça n'en empêche pas. Naturellement, si tu n'occupes pas des fonctions incompatibles, hein, tu pourras naturellement développer cette capacité de pouvoir écrire. Voilà, donc rien n'empêche un juriste d'être écrivain, je pense. Ok, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Et déjà, nous sommes déjà à la fin de notre émission Trajectoire. D'accord. Et pour le mot de fin, quel conseil souhaiterais donner à un élève qui s'apprête à faire un choix qui pourra influer toute sa vie? Et là, à la caméra, quel est le conseil que vous pouvez donner à un tel jeune? Et sur ces mots, on va mettre fin à ce live. Ok, bah je dirais à toute personne qui vient d'avoir le bac d'être audacieux, de ne pas se laisser convaincre par ses peurs, mais plutôt par ses ambitions. Voilà. Et suivre son fil conducteur, sa passion, ce qu'il veut faire réellement. Si c'est le droit, bah, embrasser la carrière juridique et se donner tous les moyens, autant que peut se faire, de pouvoir réussir sa carrière juridique, être parmi les meilleurs. Parce qu'en embrassant un domaine, il faut tout se donner pour objectif d'être le meilleur dans ce qu'on fait. Et il est important de savoir également que tout ce que l'esprit est capable de visualiser avec acuité, avec précision, le travail et la discipline peuvent le matérialiser. Voilà. Donc, si on a pour ambition, on nourrit l'ambition, on a cette soif inextinguible de pouvoir réussir ses études en droit, naturellement, avec un peu d'effort, un peu de discipline, on peut y arriver. C'est à la portée de toute personne, à la portée de toute personne qui le veut réellement. En fait, Voilà, donc la volonté, il est. c'est ça. Encore merci à M. C'est Nassir. moi qui vous remercie, Kelly. Comme je l'appelle affectueusement, l'homme au verbe chatoyant. Il nous a inondé de mots
Vraiment, merci. Je vous en Merci prie. pour le déplacement. Je vous en Merci prie. aussi de participer activement à notre programme dans le but d'aider les jeunes. Mm. Et les amis, c'est ainsi que l'émission Trajectoire se termine. Non pas de façon définitive, nous nous reverrons ici un vendredi soir pour une entame, une découverte d'un nouveau métier, d'un autre métier, une immersion dans les profondeurs du monde professionnel. Et avec ces notes, je vous dis à très bientôt.